Cette année, l'INSERM fête ses 60 ans et à cette occasion, nous avons convié le professeur Didier Samuel, hépatologue et président-directeur général de l'INSERM. Nous allons parler du foie, un super organe aux fonctions souvent ignorées et dont on oublie de prendre soin. Chaque année, en France, plus de 15 000 décès sont dus à une maladie chronique du foie. Alors, quels sont les super-pouvoirs de cet organe? Les maladies qui le minent? Comment en prendre soin? Les réponses dans ce nouveau numéro de 30 minutes santé, l'émission de l'INSERM, l'Institut de la santé et de la recherche médicale. Bonjour et bienvenue sur le plateau de 30 minutes santé. Aujourd'hui, pour parler de ce super organe qu'est le foie, nous sommes en compagnie de deux spécialistes. Professeur Didier Samuel, bonjour. Vous êtes PDG de l'INSERM, gastro-entérologue et hépatologue, médecin-chercheur. Vous disposez d'une longue expertise dans le domaine des maladies hépatiques et en transplantation hépatique, plein de choses dont on va discuter ensemble aujourd'hui. Professeur Jérôme Boursier, bonjour. Vous êtes gastro-entérologue, chef de service hépato, gastro-entérologie et oncologie digestive au CHU d'Angers et secrétaire général de l'Association française pour l'étude du foie, l'AFEF. J'ai tout bon? C'est tout bon. Très bien. Alors, pour nous mettre en bouche, si je peux me permettre, nous avons voulu tester les connaissances du public. À quoi sert le foie? Regardez. À quoi sert le foie selon moi? Plein de choses. Il permet, je pense, d'évacuer beaucoup de choses, d'analyser, de garder les bonnes et faire partir les mauvaises. Ça a un rôle aussi hormonal. Si on boit trop d'alcool, il est flingué. Le foie, ça sert à filtrer le sang, à éliminer les toxines. C'est pas ce qui fait la digestion? Le foie, en principe, ça traite un certain nombre de matières qui sont absorbées par l'organisme. Quand il y a des excès de nourriture ou de boissons, en fait, le foie se fatigue et il peut y avoir des maladies graves liées à ça. Disons que c'est un organe assez vital, donc je suis quand même content d'en avoir un qui fonctionne correctement. Ouais. Professeur Didier Samuel, alors il y a quelques réponses justes, on a vu, mais tout n'y est pas, hein, c'est ça? Tout n'y est pas. On peut dire que le foie, c'est l'usine de l'organisme. C'est lui qui produit presque toutes les protéines de l'organisme, dont l'albumine, mais les hormones. C'est aussi lui qui permet aussi de maintenir le taux de sucre, la glycémie stable dans le sang, parce qu'il stocke le sucre. Aussi, c'est lui qui stocke les lipides, donc les matières grasses et les acides gras. Et puis, c'est un organe aussi qui est capable de détoxifier, c'est-à-dire d'enlever les toxines qui circulent dans l'organisme, donc d'épurer notre sang. C'est aussi un organe qui est capable de métaboliser, de transformer, par exemple, les médicaments ou de transformer des produits qui sont digérés. Donc, c'est un organe absolument essentiel et vital. C'est aussi un carrefour anatomique, parce qu'il est au cœur du système digestif. Donc, il reçoit le sang du système digestif par une grosse veine qui s'appelle la veine porte. Et ensuite, ce sang est épuré, nettoyé, transformé. Et plusieurs fois par jour, on est d'accord. Ah oui, des milliers de fois par jour, et va ensuite être réinjecté au niveau du cœur. Et donc, c'est un organe absolument vital et essentiel. Et il fabrique aussi la bile. Il fabrique la bile, et on a besoin donc de cette bile pour avoir une bonne digestion des aliments. Donc c'est pas anodin, il fait beaucoup de boulot pour nous ce foie. Jérôme Boursier, j'ai en tête le mythe grec de Prométhée, condamné par Zeus à se faire dévorer son foie tous les jours, et puis ça repoussait la nuit. Il y a une part de vérité dans ce mythe, parce qu'un des super pouvoirs du foie, c'est de se régénérer, n'est-ce pas? Oui, c'est une des caractéristiques du foie, c'est un organe qui se régénère. Oui. Et c'est le seul organe qui fait ça? C'est le seul organe qui a ces propriétés-là, oui. Et les Grecs le savaient déjà ou... C'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Alors maintenant, toute la complexité des choses, c'est de comprendre les mécanismes, de les décortiquer pour pouvoir mieux encore le prendre en charge. Alors, en dépit de ces super pouvoirs, le foie, il tombe de plus en plus souvent malade. C'est ce dont on va parler ensemble. Quelques chiffres. Alors, les maladies chroniques du foie sont à l'origine de plus de 15 000 décès chaque année en France. Dans 90% des cas, les facteurs responsables sont l'alcool, les virus, de l'hépatite B ou C et l'obésité. Jusqu'ici, j'ai tout bon. Didier Samuel, il y a aussi des formes fulminantes d'hépatite. Ce n'est pas que des maladies chroniques. Quelle est la différence entre fulminant et chronique, justement? Une forme chronique, c'est une agression chronique du foie qui prend parfois des dizaines d'années et qui évolue vers ce qu'on appelle une cirrhose. On va y revenir. Par contre, une forme fulminante, c'est quelqu'un qui, jusqu'à présent, était en très bonne santé. Par exemple, il attrape le virus d'hépatite B, il fait une hépatite aiguë B fulminante, et en quelques jours, parfois quelques semaines, mais parfois en quelques jours, dans les formes les plus fulminantes, le foie s'autodétruit. Et donc, en l'absence de transplantation, d'urgence, c'est souvent la mort.
c'est moins d'une centaine de cas par an, donc c'est heureusement très rare, mais ce n'est pas exceptionnel. C'est une grande différence avec les maladies chroniques du foie qui sont représentées essentiellement par la cirrhose, qui, elle, met 10, 20, 30 ans à se constituer. Alors 10, 20, 30 ans jusqu'à temps qu'on ait un état de cirrhose, parce qu'en fait, toutes ces différentes causes qui provoquent la maladie du foie, elles mènent toutes au même résultat, qui sont la cirrhose, c'est ça ? Toutes les maladies chroniques du foie ne vont pas, heureusement, jusqu'à la cirrhose. Mais en effet, toute agression chronique du foie, quelle que soit la cause, c'est une transformation du foie qui devient ferme, puis dur, nodulaire, et qui, au fil des années, va commencer à dysfonctionner. Et puis à ce moment-là, ou même à produire un cancer. Et donc, mais c'est un process qui met 10 à 30 ans, selon le type d'agression, selon la violence de l'agression. Mais c'est toujours quelque chose de chronique, en gros, qui se passe presque tous les jours. Alors, on va revenir justement sur les différentes phases par lesquelles passe le foie malade. Mais cette cirrhose, on l'associe quand même très souvent à l'alcool, à tort, finalement. Alors, à tort, pas complètement, parce que la première cause de cirrhose du foie en France, c'est la consommation chronique d'alcool. En fait, c'est boire tous les jours de façon régulière, de façon excessive, mais on sait, il faut différencier cirrhose et alcool, en effet, parce qu'il y a plein de cirrhoses qui sont dues à d'autres causes, qui sont notamment l'hépatite chronique C, le virus d'hépatite C, l'hépatite chronique B. L'hépatite B n'est pas toujours chronique, mais quand elle est chronique, elle peut donner en effet au bout d'une dizaine d'années, une cirrhose. Alors justement, le foie passe par différentes phases avant d'arriver à cet état irréversible de la cirrhose. On a commencé à le dire tout à l'heure. Alors, quelles sont ces phases ? La première étape, c'est une inflammation, toujours. C'est une inflammation, alors qui peut s'appeler une hépatite chronique, et qui, par exemple, quand c'est un virus, comme le virus d'hépatite B ou le virus d'hépatite C, cette inflammation va entraîner ce qu'on appelle une production de fibrose, c'est-à-dire qu'en gros, comme du caoutchouc qui se met dans le foie, qui va durcir le foie, qui va l'enserrer, qui va le transformer. Mais en effet, on peut avoir dans d'autres cas, notamment quand c'est une maladie métabolique, quand c'est un surpoids, l'obésité ou le diabète, c'est une accumulation de graisse qui va provoquer cette inflammation, puis cette fibrose. Cette fibrose va devenir de plus en plus importante, déstructurer le foie, et ce qui va évoluer ensuite vers une cirrhose. Si on intervient avant ce stade, c'est réversible. Quand au stade de cirrhose, la réversibilité est très faible. D'accord. Et après la cirrhose, le cancer ? Après la cirrhose, il y a deux étapes. D'abord, la cirrhose peut rester asymptomatique, c'est-à-dire si on ne fait pas de bilan hépatique, on peut ne pas s'en rendre compte. Donc faire des bilans sanguins hépatiques de temps en temps est important pour dépister qu'il se passe quelque chose dans le foie. Mais à un moment donné, en effet, si la cause continue, c'est-à-dire si l'élément qui a créé cette cirrhose continue et n'est pas traité, eh bien, à un moment donné, il va y avoir en gros deux voies. Soit le foie commence à mal fonctionner et on va avoir des complications, la jaunisse, de l'eau dans le ventre, ce qu'on appelle l'acide, des hémorragies digestives, et puis des troubles de la conscience, ce qu'on appelle une insuffisance hépatique. L'autre complication, qui est l'autre voie, c'est le foie peut rester fonctionnel, mais il va produire un cancer primitif du foie qu'on appelle le carcinome hépatocellulaire. Et en fait, donc, le foie cirrhotique est un état précancéreux. Donc en gros, les deux complications de la cirrhose, c'est quand le foie commence à dysfonctionner. Et l'autre risque, c'est quand il produit un cancer primitif du foie qu'on appelle le carcinome hépatocellulaire. Et les deux peuvent entraîner en effet la mort. Jérôme Boursier, l'une des causes émergentes de ces maladies chroniques du foie, c'est la maladie du foie gras, qu'on appelle aussi maladie du soda, NASH, MASH, beaucoup d'acronymes. De quoi on parle ? Cette maladie-là, c'est une maladie émergente dans le sens où elle existe depuis peu de temps, mais elle n'est pas si émergente que ça parce que c'est devenu la première cause des maladies chroniques du foie. Oui. C'est lié en fait à un déséquilibre entre les apports caloriques et l'activité physique. Okay. Lorsque les apports caloriques sont trop importants au regard de l'activité physique, bien souvent c'est les deux, c'est lié à nos modes de vie un peu modernes, vous allez avoir un excès d'énergie qui va bien falloir stocker quelque part, et un des endroits où on peut le stocker, c'est le foie. Et comme l'a dit Didier, ce sera stocké sous forme de graisse dans le foie, donc ce qu'on appelle la stéatose, donc le foie est gorgé de graisse, et dans 75% des cas, fort heureusement, le foie stocke les graisses et il ne se passe rien. Et bien souvent, ce sont des patients qui sont en surpoids, obèses, qui sont diabétiques, qui sont hypertendus. Donc, par contre, chez 25% des patients, le gras va être responsable de ce qu'a dit Didier, c'est une toxicité hépatique et donc il va déclencher une inflammation. On estime, d'après les données de cette cohorte, qu'il y aurait 8 millions
de sujets adultes en France qui auraient un foie gras. Donc c'est énorme. Sur ces 8 millions de personnes, il n'y a que 220 000 personnes qui auraient un foie pré-cirrhotique ou cirrhotique. C'est 2,6% des gens qui ont un foie gras vont évoluer vers des formes très avancées de la maladie. 2,6%, c'est pas beaucoup, mais quand on part de 8 millions, à l'arrivée, ça fait 220 000 personnes. Alors, quels sont les symptômes d'un foie malade? Parce que ça, on n'en a pas encore parlé. À quel moment on sait qu'on a un foie qui va pas bien? Extrêmement simple, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, parce que si vous attendez les signes, c'est la cirrhose décompensée dont a parlé Didier Samuel, c'est le stade de complication, c'est le foie qui ne marche plus, et là, il y a 50% des patients qui vont décéder d'ici 2 à 3 ans. Stéatose, pas de symptômes. NASH, pas de symptômes. Fibrose, pas de symptômes. Cirrhose débutante, pas de symptômes non plus. Quand la cirrhose se complique, les symptômes arrivent, mais là, on a un foie qui n'en peut plus, il est déjà trop tard. Mais comment est-ce qu'on fait avant d'en arriver là? Je pense, pour la population générale, faire régulièrement des bilans sanguins, parce que ça fait partie des check-up, mais souvent les check-up oublient le foie, et il faut faire aussi un bilan hépatique régulier, parce que c'est absolument essentiel en termes de prévention. Parce que quand on peut intervenir avant le stade de cirrhose, on peut complètement stopper l'évolution de la maladie. Alors ça, on va voir comment dans un instant. Mais soigner un foie malade, ça passe d'abord par éliminer les facteurs qui l'ont rendu malade? Oui, le point majeur, c'est de traiter la cause. Si quelqu'un boit trop, et il faut qu'il arrête de boire, ou qu'il réduise considérablement sa consommation d'alcool. De même, si le patient a une hépatite chronique virale B ou une hépatite chronique virale C, il faut traiter son virus d'hépatite B, son virus d'hépatite C, et si on obtient soit la disparition du virus, soit la virosuppression, c'est-à-dire on rend la charge virale négative, eh bien on stoppe l'évolution de la maladie, voire on peut la réverser. Donc c'est identifier la cause est absolument essentiel. Et comme pour faire une cirrhose, il faut 20 à 30 ans, c'est pour ça qu'il faut utiliser ces 20 à 30 ans pour faire de la prévention et du traitement préventif qui va empêcher l'évolution vers la cirrhose. Mais parfois, il est trop tard. Au bout du chemin, le dernier recours, c'est la transplantation. Il n'y a pas d'autre possibilité. Pour en parler, on s'est rendu au centre hépatobiliaire à l'hôpital Paul-Brousse, en région parisienne. Chaque année en France, près de 1300 greffes de foie sont réalisées, notamment au centre hépatobiliaire de l'hôpital Brousse à Paris. Une greffe pas tout à fait comme les autres. La greffe hépatique est une greffe d'urgence parce qu'on n'a pas de machine pour suppléer le foie lorsqu'il ne fonctionne pas du tout. Pas de dialyse possible, comme pour le rein, pas de cœur artificiel. Lorsque le foie arrive à un stade terminal, l'urgence est vitale. C'est ce qui est arrivé à Guillaume il y a 10 ans. Il avait 18 ans et le diagnostic était particulièrement pessimiste. Il me reste à peu près 2 heures à vivre. Et donc là, il faut trouver une solution. J'étais déjà en liste d'attente. Et donc ils m'ont trouvé un foie dans les 2 heures en France et ils m'ont transplanté dans le milieu. 90% de survie à 1 an, 75% de survie à 5 ans, 60% à 10 ans, la greffe du foie est la greffe qui donne les meilleurs résultats avec le moins de rejets, une technique qui a également sauvé Raphaël, 29 ans. C'est une chance, je sais qu'à terme j'aurais pu en mourir, enfin j'en serais même mort sans transplantation, du coup c'est une gratitude envers tout le personnel médical et puis le fait que même si j'ai un traitement, c'est comme se brosser les dents, laver les mains, enfin, toutes les habitudes qu'on a, au final, c'est peu de choses pour un niveau de vie qui est confortable et aussi rallonger son espérance de vie. Malheureusement, parvenir à la greffe est une opportunité pas accessible pour tout le monde. Malheureusement, nous devons faire aussi face à une pénurie d'organes et qui limite en fait le nombre de candidats potentiels. On va contre-indiquer les candidats pour qui les chances de succès finalement sont les plus faibles, même si à l'échelle individuelle, ils auraient pu bénéficier d'une transplantation si nous avions tous les organes possibles. On a une activité de don vivant qui existe, c'est-à-dire des apparentés qui peuvent donner une partie de leur foie à un candidat potentiel. La proportion est vraiment faible. Dans les pays occidentaux en général, dans la mesure où on a un système qui fonctionne bien de donneurs cadavériques, et les indications sont très spécifiques. Mais on essaie de promouvoir ça parce qu'effectivement c'est une des solutions et c'est maintenant quelque chose, je le répète, qui est bien maîtrisé puisque c'est fait dans beaucoup de pays, bien maîtrisé sur le plan chirurgical, sur l'accompagnement médical pour le donneur. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible et une des solutions pour améliorer la pénurie d'organes.
Alors, professeur Samuel, professeur Boursier, vous êtes tous les deux médecins. C'est frustrant de devoir choisir qui doit être ou ne pas être receveur d'un don? La priorité est donnée surtout à la gravité de la maladie. Donc il y a des patients qui ont des gravités intermédiaires et en effet qui attendent très longtemps. D'autres qui sont extrêmement graves, qui sont transplantés rapidement. Et puis, pour ceux qui ont un cancer du foie, on a mis aussi des règles de priorité pour éviter que le cancer ne s'aggrave pendant la liste d'attente, parce que souvent, les patients attendent pendant un an et demi. Et donc, pendant cette période, le rôle du centre qui suit le patient, c'est de traiter le cancer pour éviter qu'il grossisse, et donc pour amener le patient jusqu'à la transplantation hépatique avec un cancer qui est contrôlé. Je dirais l'immense majorité des patients qui ont besoin d'une greffe finissent par arriver à la transplantation, mais on doit en effet les prendre en charge pendant toute cette période. Ce n'est pas une attente passive, au contraire. Pour éviter d'en arriver là, quand on le peut, une des meilleures solutions, c'est encore de prendre bien soin de son foie. Alors comment est-ce qu'on évite d'avoir un foie gras? Comment est-ce qu'on protège cet organe que l'on suppose sain? C'est assez simple, il faut adopter un régime équilibré. Alors il n'y a pas de régime spécifique NASH, foie gras, hein. C'est le même régime qu'on donne chez les patients obèses ou chez les patients diabétiques. Un régime équilibré, 5 fruits et légumes par jour, pas de soda, limiter l'alcool. Tout ça c'est pareil, c'est commun à toutes ces pathologies. Et aussi l'activité physique, on dit classiquement qu'il faut faire 3 quarts d'heure d'activité modérément intense 3 fois par semaine. Et l'alcool? L'alcool, c'est un cofacteur. Donc c'est toujours pareil, hein. C'est comme un boxeur, hein. On tape une fois, ça va, on tape une deuxième fois, ça va, on tape une troisième fois, il tombe par terre. Donc il faut imaginer que tous ces facteurs de risque, c'est des uppercuts qu'on donne à notre foie. Donc il faut réduire la consommation d'alcool, idéalement c'est 0, mais bon, après on sait très bien que socialement, il y a toujours des occasions, et que le 0 partout, on ne fait plus rien. Non, on a une règle en France, c'est pas plus de 2 verres par jour, et 2 jours sans alcool. Donc il faut s'y tenir. Et ce d'autant plus... Par semaine. Donc par semaine, il faut avoir au moins 2 jours où on ne boit pas d'alcool. Voilà. Et les autres jours, c'est pas plus de 2 verres. Il faut se tenir à ça. D'accord. Didier Samuel, alors faire attention à ce qu'on mange sans tomber dans l'excès inverse. Hein, vous l'écrivez dans votre livre, la crise de foie n'existe pas, parce qu'il y a un vrai danger avec les régimes et l'effet yo-yo. L'erreur souvent des régimes, c'est on perd 20 kilos, 25 kilos. Souvent mal supporté au plan psychologique, hein, parce que la perte de poids rapide, quand on se prive de tout, il y a souvent des effets dépressifs qui surviennent. Et la constatation, c'est qu'au bout d'1 an, 2 ans, les gens reprennent très vite leur poids. Alors le point, c'est que la graisse qui a mis 40 ans à s'accumuler progressivement chez quelqu'un, lorsque quelqu'un fait le régime en effet yo-yo, c'est-à-dire il reprend très vite tout ce qu'il a perdu, la répartition de la graisse n'est pas forcément la même, et en effet il peut y avoir une accumulation de graisse majoritairement dans le foie, autour du cœur, et donc c'est pas la même chose, c'est pas bon. Et donc il faut arriver plutôt à des régimes progressifs où on s'y tient, c'est-à-dire on arrive à ne pas reprendre le poids. C'est ça l'objectif. D'accord. On entend aussi souvent parler, quand on parle de prendre soin de son foie, de jus détox, jus de citron le matin, dans de l'eau chaude, radis noir, cure d'artichaut. Quid de la détox? Un faux ou un tox? En fait, c'est ce que j'avais écrit, c'est le foie qui est l'organe de la détox. C'est-à-dire, sans le foie, on détoxifie rien. Savoir mettre son foie au repos aussi, pour lui laisser le temps de récupérer, ça c'est le point essentiel. Et en fait, souvent les régimes à base de jus de citron ou les régimes dits détox sont là pour essayer de compenser des excès qu'on a faits. Il vaut mieux essayer de limiter les excès et ça marchera mieux. Alors, on le voit, il y a de multiples façons de protéger son foie, mais parfois, il tombe malade sans qu'on ne puisse rien y faire. C'est le cas pour certaines maladies auto-immunes, par exemple. Et ça peut aussi être le cas chez de très jeunes enfants. On en parle avec Camille Théron-Charles, qui est vice-présidente de l'AMFE, Association Maladie du foie, depuis l'enfance. Bonjour Camille Théron-Charles, votre petite fille Mélodie est née atteinte d'une grave maladie du foie, une atrésie biliaire, une atrésie des voies biliaires. Hein. C'est une obstruction de ces voies biliaires. C'est comme ça que vous avez rejoint l'association, la MFE. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, exactement. Donc, quand elle était toute bébé, on a vu qu'elle était très jaune avec des selles qui devenaient quasiment blanches.
Donc on l'a emmenée à l'hôpital et une atrésie des voies biliaires a été diagnostiquée. Et donc elle a été rapidement prise en charge, donc opération qu'on appelle de Kasai, donc ablation de la voie biliaire externe et de la vésicule, qui fonctionne dans un tiers des cas et qui permet de retarder l'échéance de la greffe, puisqu'elle permet au foie de moins s'abîmer. Et alors, il y a des signes à surveiller, puisque maintenant vous faites justement de la prévention avec la MFE. Il y a des signes à surveiller pour détecter un problème de foie chez nos enfants? Oui, exactement. Donc on fait effectivement beaucoup de campagnes de sensibilisation. C'est des selles pâles et une jaunisse persistante au-delà de 10 jours de vie de l'enfant. La jaunisse, faut pas s'alarmer tant qu'on est à la maternité, mais quand ça persiste au-delà de 10 jours, c'est quand même un problème, donc il faut vite consulter un médecin. Alors, cette détection précoce donc chez Mélodie et cette première opération lui a permis d'attendre plus longtemps la greffe, mais elle a quand même dû en avoir une à ses 7 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Le foie a décompensé vers 6 ans et demi, donc elle a eu un traitement, on était 2 fois par semaine à l'hôpital pour des perfusions d'albumine, et puis ça n'a pas fonctionné. Donc elle a été inscrite assez rapidement sur liste d'attente de greffe, et ça nous a permis de réfléchir aussi aux dons vivants. Donc on a fait, me concernant tous les examens pour voir qu'on pouvait faire cette opération-là. Alors le don vivant, c'est quelque chose d'assez rare en France. Pourquoi ? En fait, oui, il y a 80 greffes du foie de l'enfant environ par an en France, 10% de dons vivants, qu'il faut avoir le même groupe sanguin. Et on fait une batterie d'examens pour vérifier qu'on va pas prendre d'énormes risques en opérant le donneur. Donc il faut vérifier qu'on est globalement en bonne santé. Et puis il faut que la physiologie de l'enfant corresponde pour recevoir un foie qui a moins d'artères et de veines qu'un don décédé, où on peut se servir entre guillemets davantage en termes de tuyaux. Et puis la taille du lobe gauche que j'ai donné correspondait à un foie d'un enfant de 7 ans. Donc ça correspondait. Alors donc en 2019, Mélodie a été greffée d'une partie de votre lobe gauche. C'était pas du tout anodin comme parcours, comme processus. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui. Donc effectivement, c'est une opération relativement lourde, enfin beaucoup moins que pour elle, mais j'ai dû être endormie à peu près 5 heures, une semaine d'hospitalisation. Et puis pendant un mois, grosso modo, ça ressemble un petit peu à un postpartum. Pendant un mois, on n'est pas très vaillant. Elle est restée 1 mois hospitalisée. Oui, exactement. Puis avec ce paramètre qui n'est pas anodin, c'est que du coup sa maman était aussi hospitalisée ailleurs cette première semaine. Ça n'a pas dû être facile. Oui, donc il y a eu toute une préparation mentale, comme une compétition un petit peu, et toute la famille d'ailleurs, pas que elle et moi, mais mon mari et les 2 frères. Voilà. Donc on avait notamment une playlist commune avec Mélodie pour aller au bloc. D'accord. Comme ça, on avait quand même, on était ensemble d'une certaine manière. Comment va Mélodie aujourd'hui ? Alors Mélodie va bien, il y a eu quelques complications, mais elle a une vie de petite fille de son âge, donc ça c'est très important. Et elle reste quand même surveillée comme le lait sur le feu, elle a des bilans tous les 3 à 6 mois. Voilà, elle est en 6e, elle a ses copines, elle a ses activités, voilà. Donc on fait attention. Commence une autre aventure, l'adolescence. Voilà, donc ça c'est autre chose effectivement, et avec un rapport au médical qui change aussi un peu, puisqu'elle prend conscience qu'on peut avoir des choses, qu'elle a vécu des choses quand même importantes, graves, et elle voit les risques et elle sait qu'à tout moment, effectivement, il peut arriver à n'importe qui finalement des choses graves du point de vue de la santé. Donc elle a cette conscience. Et puis il y a la cicatrice, il y a les dents qui ont été un peu jaunies par la bile qui stagnait toute bébé. Donc il y a des choses qui occupent la psychologie des enfants à cet âge-là. D'ailleurs, avec l'association, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la suite, donc le passage à l'adolescence et à l'âge adulte. Notamment, on a un dossier en cours sur le blanchiment des dents pour que ce soit pris en charge dans le cadre de l'ALD. Pour accompagner l'après aussi. Oui, exactement.
Donc voilà, du coup, il y a d'autres sujets à traiter pour accompagner ces enfants qui deviennent adultes. Donc dans notre soutien, c'est soutien à l'enfant malade, à sa famille et au personnel soignant et globalement aux conditions d'hospitalisation. Donc on avait financé une année une salle de motricité, on finance des cadeaux de Noël pour que les soignants puissent en donner aux enfants, mais aussi on fait un repas des soignants au moment de Noël. Voilà, on travaille vraiment main dans la main et c'est très important d'être ensemble. Alors, ensemble, justement, après avoir bravé toutes ces tempêtes avec votre famille, vous m'avez dit que vous avez fait une thérapie familiale pour que tout le monde soit accompagné et puisse sortir de ça mieux, bien. Comment ça va aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, ça va très bien. Nous, on dit quand on est tous à la maison, que personne ne dort à l'hôpital, voilà, on est très contents. Donc, tout se passe bien. Voilà. Et Mélodie, vous me disiez, elle veut devenir médecin. Exactement. Et elle veut devenir hépatologue. Voilà. Ah bah voilà, la boucle est bouclée, c'est bon. Exactement. Il y a donc la relève qui est préparée. Merci Camille de nous avoir partagé votre témoignage. Avec plaisir. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Alors messieurs, vous êtes médecins, vous êtes chercheurs aussi. L'avenir de l'hépatologie, c'est ce dont on va parler maintenant. Parlons traitement des hépatites virales d'abord. Didier Samuel, on sait guérir l'hépatite A, éliminer le virus de la C, vous nous l'avez dit. Est-ce qu'on peut imaginer bientôt éliminer le virus de l'hépatite B ? Alors, on a des traitements depuis une vingtaine d'années qui permettent de ce qu'on appelle d'obtenir une virosuppression, c'est-à-dire une diminution, négativation de la charge virale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de virus ou d'ADN du virus qui circule dans le sang. Donc, ce sont des traitements qui sont heureusement bien supportés, c'est-à-dire c'est un comprimé par jour d'un traitement antiviral, mais qui est pour l'instant à vie. Parce que quand on arrête le traitement, on s'aperçoit que le virus, il y a des petits fragments d'ADN du virus qui restent dans le foie, et à partir de ces petits éléments d'ADN, eh bien, il y a une réactivation virale. Alors que pour l'hépatite C, les traitements, eux, par contre, entraînent la disparition définitive du virus d'hépatite C. D'accord. Alors, sur la MASH maintenant, les traitements, il y en a plusieurs à l'étude, Jérôme Boursier. Oui, alors quand même, il faut déjà rappeler que c'est une maladie du mode de vie. Donc le traitement de la MASH, avant tout, c'est l'exercice physique, une meilleure alimentation, la perte de poids. Après, on sait qu'il y a moins de 10%, voire moins de 5% des patients qui arrivent à perdre ce poids et à le maintenir, comme l'a dit Didier Samuel tout à l'heure. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc là, on sent bien qu'on a besoin de solutions thérapeutiques pour améliorer le foie chez ces personnes. Il y a de nombreux essais qui sont en cours. Après quelques échecs, la bonne nouvelle, c'est que depuis mars 2024, donc depuis 3 mois, il y a un médicament qui a obtenu l'autorisation de commercialisation aux États-Unis par la FDA, le resmetirom, un agoniste des récepteurs bêta de la thyroïde qui va mimer en fait les effets des hormones thyroïdiennes, mais les effets bénéfiques sur le métabolisme sans les complications, et qui améliore le foie, qui réduit l'inflammation et qui même réduit la fibrose. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que cette maladie-là est traitable par des médicaments. On y est arrivé. Ouais, mais c'est aux États-Unis pour l'instant. Aux États-Unis. La demande en Europe va être déposée. Il faut espérer qu'on aura à disposition d'ici quelques temps. Après, derrière, il y a toute une série, des dizaines, voire des centaines d'essais cliniques qui sont en cours, avec une dizaine de molécules qui sont déjà en phase 3, donc la dernière phase avant la validation, des médicaments qui agissent sur les différentes voies de la maladie, des médicaments qui font perdre du poids, des médicaments qu'on utilise aussi déjà en diabétologie et pour lesquels on connaît déjà le profil de sécurité qui est très très rassurant. Donc il est fort à parier que d'ici peu de temps, on aura beaucoup de solutions pour nos malades. Il y a aussi de plus en plus de solutions innovantes qui sont à l'étude pour le cancer du foie, n'est-ce pas ? Alors le cancer du foie, oui, on a tout un arsenal thérapeutique maintenant. Donc il y avait la greffe dont tu as parlé Didier, la chirurgie, les traitements locaux, les traitements endovasculaires. En 2009, on a eu la première chimiothérapie orale. Et là, depuis quelques années, maintenant, on a l'immunothérapie qui est en première ligne des cancers du foie avancés et qui a des résultats assez spectaculaires. Alors, ça ne guérit pas tous les malades, mais on a quand même, chez certains patients, on arrive à obtenir une rémission avec une perfusion toutes les 3 semaines qui est très très bien tolérée. Et il y a toute une série, encore une fois, d'études qui sont en cours avec des combinaisons de traitements. Et progressivement, maintenant, on allonge la durée de survie de ces patients, qui était de quelques mois il y a encore une dizaine d'années à plusieurs années maintenant. Et il est fort à parier que d'ici très peu de temps aussi, on pourra faire un traitement à la carte et dire, voilà, pour ce type de tumeur-là, il faudra faire ce type de traitement-là. Ce sera adapté au patient, adapté à la tumeur, et ça augmentera le pourcentage d'efficacité et de rémission sur ces tumeurs.
D'accord. Didier Samuel, quid des maladies rares? Elles sont rares, mais enfin elles existent quand même et elles sont graves. Oui. Que fait la recherche pour toutes ces maladies? Il y a beaucoup de... Là, vous avez fait un panel, c'est assez large, et les solutions, elles doivent être très variées. Globalement, c'est comprendre le mécanisme des maladies. Parce que quand on comprend le mécanisme des maladies, c'est là qu'on peut envisager des traitements, des solutions. Par exemple, pour revenir à la neuropathie amyloïde héréditaire, qui est une maladie due à une production d'une protéine anormale, mutée, eh bien, on a réussi par la recherche à produire des ARN bloquants, qu'on appelle ARN interférents, qu'on a en médicaments, qui empêchent la production de cette protéine mutée et qui sont en train de prévenir, voire de guérir cette maladie chez un certain nombre de patients. Donc la recherche, elle est au cœur du progrès médical. Alors, on l'a vu, on travaille sur comprendre ces maladies rares pour trouver des solutions. Un autre gros sujet sur la paillasse des chercheurs en hépatologie, c'est celui de la biofabrication du foie, justement pour aider à comprendre ce qui s'y passe, entre autres. On s'est rendu dans le laboratoire du professeur Jean-Charles Duclos-Vallée, lui aussi au centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse à Paris. Au centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse à Paris, les hépatologues cherchent à reproduire un foie humain avec deux objectifs. Un premier objectif, ce serait de transplanter chez des patients en insuffisance hépatique ces masses importantes de tissus bioconstruits. Et puis un autre grand objectif serait de développer ce qu'on appelle la toxicologie prédictive. Alors c'est quoi? C'est prédire une toxicité hépatique de tel ou tel médicament qu'on voudra développer. Pour répondre à ces deux objectifs, l'équipe cherche à fabriquer un tissu cellulaire qui reproduit les fonctionnalités du foie, à savoir que des fonctions, le foie en a plus de 300. Des fonctions importantes qui sont liées aussi à une architecture complexe du foie, un agencement entre les différents types cellulaires très complexes. Pour l'instant, les scientifiques sont capables de fabriquer un premier bloc, à savoir un organoïde hépatique qui est la version simplifiée d'un organe. En l'occurrence, un amas de cellules qui reproduit la fonction hépatique du foie. Donc là, cet organoïde est capable de synthétiser des protéines, l'albumine, qui est la protéine essentielle synthétisée par le foie, des acides biliaires, et puis aussi est capable de détoxifier des médicaments. Les hépatologues travaillent aussi à la fabrication des organoïdes à plus grande échelle, réunissant plusieurs petits organoïdes. Une manière de charger les sphéroïdes dans leur environnement qui permettent d'avoir... L'idée, c'est de reprendre ces organoïdes dans un système plus petit et plus maîtrisé et designé pour. On va pouvoir ou reproduire mieux la fonction qui reproduisait déjà bien, ou potentiellement d'en avoir plusieurs sur un seul et même système. Et dans l'idée de l'utiliser pour des études toxicologiques, on espère avoir le meilleur modèle qui se rapproche le plus possible de ce qu'on trouve dans le foie. Prochain objectif, connecter le réseau biliaire et le réseau vasculaire avec le réseau hépatique. Si on arrive à faire des organoïdes hépatiques qui soient capables de détoxifier, par exemple, certaines molécules ou certains médicaments, il faut que derrière, ils puissent être évacués. S'il est stocké au sein de l'organe, ça devient toxique et du coup, ça n'a plus aucun intérêt. Donc l'idée, c'est de venir petit à petit complexifier nos systèmes de culture 3D pour être le plus, on va dire, le plus physiologique possible. S'en approcher le plus possible en tout cas. Et au bout, le Graal, un foie bio-fabriqué qui pourrait être transplanté. Alors, au bout, ce Graal, il est loin, Didier Samuel, ce Graal, le foie bio-fabriqué pour les greffes? Malheureusement, oui. C'est-à-dire, ça, c'est, je dirais, c'est vraiment le Graal en hépatologie, c'est-à-dire être capable, en effet, de remplacer le foie, d'avoir un vrai foie bio-artificiel. Si on compare aux autres organes, le rein, il y a un rein artificiel, l'hémodialyse, ça existe depuis les années 1960. Donc pourquoi? Parce que le rein a une fonction de filtre, il produit l'érythropoïétine, mais pour le reste, c'est uniquement un filtre et on a su remplacer le filtre avec une membrane de dialyse. Pour le foie, on se heurte à plein d'obstacles qui sont que le foie est l'organe de synthèse, donc on a besoin de cellules pour synthétiser les protéines. Et donc, c'est pas une membrane, c'est pas une pompe. Il y a besoin de cellules. Et puis, le foie a une organisation dans l'espace avec
un pôle vasculaire, un pôle biliaire, les hépatocytes sont l'un à côté des autres, il y a des échanges qui se font, et donc tout ce trafic cellulaire dans le foie, il faudrait pouvoir le reconstituer. Donc c'est ce qui a été essayé de faire, c'est-à-dire en faisant ces mini-organoïdes, où on essaye de reconstituer une petite partie du foie, mais on n'arrive qu'à remplacer une toute petite partie. Or le foie en plus c'est une masse de 1,5 kg, donc pour compenser sa puissance, il faut être capable de réorganiser tout ça. Et là, on est encore très loin. On y arrivera un jour, mais ça prendra encore, d'après moi, quelques dizaines d'années. Bon, l'essentiel, c'est qu'on y arrive. Mais on y arrive toujours. On y arrive toujours au final. Les sauts technologiques, justement, il y en a qui ont été faits récemment sur le diagnostic, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, essayer de trouver un foie malade, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, et pourtant, sur cette maladie-là, ça peut faire la différence. C'est ce qui peut vraiment sauver une vie et réussir à le détecter au plus tôt, n'est-ce pas? Si on prend en charge le foie assez tôt, on va bloquer l'évolution de la maladie, donc éviter l'évolution vers la cirrhose, voire même, si on supprime le facteur causal, revenir en arrière. Donc on a développé des outils, ce qu'on appelle les tests non invasifs, qui permettent d'avoir une approximation de ce qui se passe dans le foie à partir soit d'une prise de sang, soit d'un appareil d'élastométrie, c'est une sonde posée sur la peau qui va mesurer la dureté du foie. Plus le foie est fibreux, plus il est dur. Alors c'est exactement ce qu'a dit Didier Samuel tout à l'heure. Quand on a des facteurs de risque, consommation à risque d'alcool, diabète, obésité, hypertension, dyslipidémie, il faut faire une prise de sang, un bilan hépatique. Et à partir des paramètres du bilan hépatique, vraiment tout bête, les transaminases, les plaquettes que les médecins généralistes, les diabétologues prescrivent tous les jours, on peut déjà faire un premier test qu'on appelle le FIB4. Il y a des calculateurs en ligne qui sont gratuits, qui vous donnent un score et qui vous disent si vous êtes dans une zone à très faible risque. Bon, à ce moment-là, il faut travailler sur les facteurs de risque toujours. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a faible risque à un moment T qu'on ne le sera pas plus tard. Mais aussi si vous êtes à risque, et là, il faudra aller faire d'autres examens. Et ce test de première ligne, qui est tout bête, hein, il permet déjà d'éliminer 80% des gens et de les mettre dans la zone à faible risque, et de rediriger vers des examens un peu plus spécialisés, les 20% qui restent. Première étape, voilà. Et ça, c'est important. Mais ces outils dont vous parliez qui sont plus spécialisés, donc on va dire la deuxième étape, le problème, c'est qu'ils ne sont pas dans le parcours santé. Alors, pour le moment, ils ne sont pas encore remboursés. Il faut savoir que les tests sanguins spécialisés et le fibroscan sont remboursés pour l'hépatite chronique C. OK. Je rappelle quand même, on ne l'a pas dit, mais l'examen de référence pour savoir ce qui se passe dans le foie, c'est de faire une biopsie. Prendre une aiguille, l'enfoncer, on fait une petite carotte, on regarde au microscope. Dans l'hépatite C, on ne fait plus de biopsie. Ça a été complètement remplacé par les tests invasifs, sanguins et les appareils d'élastométrie, qui sont remboursés actuellement et qui peuvent être prescrits par n'importe quel médecin. Dans l'hépatite B, c'est l'élastométrie. Donc on voit qu'au fur et à mesure de la recherche, justement, au fur et à mesure des données qu'on accumule, on montre que ces appareils-là sont efficaces pour évaluer le foie dans les maladies chroniques du foie, et on est en train, progressivement, de remplir les cases. Là, il y a un dossier qui a été déposé à la HAS pour obtenir le remboursement de ces méthodes dans la maladie alcoolique du foie et dans la maladie du foie gras métabolique. Et on attend la réponse. Et on pourra dépister les maladies du foie à grande échelle. Alors, Didier Samuel, l'INSERM fête ses 60 ans cette année. Oui. Arriver jusqu'au patient, justement, trouver des réponses, des solutions, c'est la raison d'être de cet institut? Ah oui, c'est le lien entre la recherche et la santé. Et en effet, je crois fortement à ce que la qualité de la médecine est liée à la qualité de notre recherche biomédicale. Et il y a un lien très fort entre les deux. Et il n'y a pas de progrès médical sans recherche. L'objectif de l'INSERM, en effet, c'est d'améliorer la santé des patients en comprenant les maladies et en permettant aussi d'offrir des possibilités thérapeutiques, en définissant quels sont les cibles thérapeutiques, quelles sont les voies de signalisation, et en permettant donc de prévenir, de traiter, de comprendre. Et comprendre les maladies, c'est préparer le terrain au traitement qui vont changer la phase de l'évolution de chaque maladie. Merci Didier Samuel. Merci à vous. Alors notre émission touche désormais à sa fin. Merci donc Didier Samuel et Jérôme Boursier pour vos réponses. Merci à Camille Théron-Charles pour son témoignage et Jean-Charles Duclos-Vallée et à Audrey Coily d'avoir accueilli nos reportages. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de 30 minutes santé. Merci à Samia Saya à l'initiative de cette émission et à l'INSERM. Merci à toute l'équipe de production pour sa réalisation et bien sûr, joyeux anniversaire à l'INSERM.